Donald Trump dans le flou un peu plus chaque jour. Un mois après le début de l'attaque contre l'Iran, le président américain donne le sentiment de ne plus maîtriser grand-chose et il multiplie des déclarations contradictoires. Pendant ce temps, la crise énergétique s'étend, tandis que l'Ukraine fait elle aussi les frais de la situation. Le point de Nicolas de Lamberterie. Une apparence de chaos règne autour de la présidence américaine. À l'interne, le pays se trouve toujours en situation de shutdown budgétaire, c'est-à-dire d'absence d'accord sur l'émission de la dette publique du pays et donc de cessation de paiement d'un certain nombre de dépenses publiques. C'est ainsi que le chaos règne dans les aéroports américains où de nombreux agents qui ne sont plus payés ne vont plus au travail, ce qui entraîne des annulations de vols. Et il n'y a pas qu'à l'interne que le chaos règne, puisqu'en ce qui concerne la guerre menée à l'Iran, plus personne ne sait où donner de la tête pour essayer de décrypter les messages de Donald Trump, au point que certains finissent par s'interroger sur son état de santé mentale. Car même s'il est exact que durant toute sa carrière professionnelle et politique, Trump a excellé dans l'art du poker menteur, toute stratégie finit par trouver ses limites, et aucun bluff ne peut éternellement contredire la réalité matérielle et économique du monde. C'est ainsi qu'en l'espace de 48 heures, Trump a déclaré successivement qu'il avait bon espoir de résoudre la crise par un retour à la diplomatie, avant de déclarer ce lundi matin qu'il dialoguait avec l'Iran, mais envisageait, dans l'éventualité où le détroit d'Ormuz ne serait pas rouvert, la démolition du pays, de ses installations pétrolières, de ses usines de dessalement d'eau ou encore de ses centrales électriques, voire de s'emparer tout simplement du pétrole iranien. Des menaces qui ne semblent guère avoir fait réagir Téhéran, qui continue à affirmer ne pas être en négociation avec les Américains et a répondu en frappant une usine de dessalement de l'eau au Koweït. Et ce mardi, les déclarations de Trump allaient dans une toute autre direction. Le président américain déclarait cette fois-ci qu'il pourrait fort bien mettre un terme au conflit, même si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, invitant ceux qui sont intéressés à cette réouverture à s'en occuper eux-mêmes militairement ou bien à acheter du pétrole américain, tandis que par ailleurs, les pays arabes sont invités à réparer et financer les dégâts commis par les Américains. Difficile de dire face à cette avalanche de déclarations incohérentes si le locataire de la Maison-Blanche perd les pédales ou se contente de faire le spectacle en préparant son prochain coup, par exemple une intervention au sol. Pendant ce temps, son secrétaire d'État Marco Rubio, sur une ligne néoconservatrice classique, mais qui a au moins le mérite d'être exprimée de manière plus cohérente, exprime des objectifs de guerre américains beaucoup plus précis. Nos objectifs sont la destruction de leurs forces aériennes, ce qui a été fait. La destruction de leurs forces navales, ce qui a largement été fait. Une réduction significative de leurs lanceurs de missiles, et nous allons détruire les usines qui fabriquent ces missiles et ces drones. Nous allons atteindre nos objectifs sous quelques semaines, pas sous quelques mois. Sauf que voilà, s'il est exact que la marine et l'aviation iraniennes ont été très durement touchées par les frappes des États-Unis et d'Israël, en revanche, l'optimisme de Marco Rubio sur la destruction des usines iraniennes semble faire fi de la réalité géographique de l'Iran, qui a bâti des sites de production extrêmement bien protégés, littéralement enfouis dans les montagnes du pays. Il semblerait que les États-Unis aient fortement sous-estimé les capacités de défense iraniennes et n'aient pas prêté convenablement attention à la politique militaire de Téhéran depuis plus de 20 ans maintenant. En effet, tout semble commencer en 2003 lorsque George Bush accuse l'Iran aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord de faire partie de ce qu'il a appelé l'axe du mal. Téhéran a parfaitement compris que la guerre contre les États-Unis deviendrait dès lors inévitable et figurant sur la liste de ses cibles. Téhéran a donc décidé d'exploiter au mieux ses capacités naturelles et notamment son relief montagneux afin de développer des bases de missiles aussi bien pour la production que pour le lancement. En effet, beaucoup d'observateurs oublient que l'Iran se compose d'un haut plateau central désertique, mais ce n'est pas un désert de sable, c'est beaucoup de roches et surtout des chaînes de montagnes comme les monts Zagros, dans lesquels Téhéran creuse depuis plus de 20 ans afin de construire des usines d'armement protégées de tout bombardement. Et tandis que l'incertitude et le chaos règnent au Proche-Orient, l'Ukraine n'est pas en reste, puisque Kiev désespère de voir Moscou profiter de la situation. Les attaques de drones se multiplient des deux côtés, Kiev essayant avec acharnement de détruire les capacités d'exportation d'hydrocarbures de la Russie. L'Ukraine
a repris cette semaine sa politique de frappe contre les infrastructures énergétiques de la Russie. Cette politique semble, d'après Reuters, avoir des effets, étant donné que 40% du potentiel d'exportation de la Russie a été entravé par ces frappes, ainsi que par la capture de tankers par les pays européens. Toutefois, ces chiffres-là sont un peu relativisés, étant donné que, par exemple, si on prend les frappes qui ont eu lieu dans la région de Leningrad la semaine dernière, pour le port de Ust-Luga, effectivement, les frappes ukrainiennes contre l'entrepôt de stockage de produits pétroliers, le terminal, ont eu des conséquences graves sur le fonctionnement du terminal pétrolier. Mais par contre, sur un second terminal, cela n'a pas eu les résultats escomptés, étant donné que 48 heures plus tard, il reprenait ses activités. La situation est d'autant plus désespérée pour Volodymyr Zelensky que, tandis que les caisses du Kremlin se remplissent, celles de l'Ukraine se vident dangereusement. En effet, Kiev commence à voir son inflation s'emballer, connaît des difficultés d'approvisionnement énergétique et commence à approcher dangereusement de la cessation de paiement, en raison notamment du veto hongrois sur le prêt de 90 milliards de l'Union européenne. Les réformes demandées par le FMI, notamment d'austérité budgétaire et d'augmentation des impôts, sont refusées par les députés ukrainiens qui, tout simplement, ne vont pas en séance lorsque ces projets de loi sont sur la table. Et donc, comme le quorum n'est pas atteint, la loi ne peut pas être votée. On est face à une grève des parlementaires ukrainiens qui ont peur que la population leur reproche les lois antisociales qui sont proposées par le gouvernement. Le ministre des Finances Marchenko a déclaré que si l'Ukraine n'avait pas ses financements, au mois de juin, elle serait en cessation de paiement. On ne pourrait payer ni les militaires, ni les fonctionnaires, ni les fournisseurs. Et on a eu une deuxième déclaration de la Banque centrale ukrainienne qui a annoncé qu'à partir d'avril, sans décaissement des prêts du FMI et des autres prêts étrangers, elle allait commencer à financer le budget ukrainien par de la monétisation directe. En clair, le budget ukrainien va être payé par de la monnaie de singe. Cette hypothèse amènerait à une accélération exponentielle de l'inflation en Ukraine, voire même, si elle se prolongeait, pourrait se traduire par de l'hyperinflation. De Washington à Kiev, on se demande donc parfois s'il y a encore un pilote dans l'avion ou si la carlingue est passée en mode autopilote. Et étant donné que tout le monde est plus ou moins embarqué de force sur les dites carlingues, difficile d'en rire autrement que jaune, mis à part peut-être pour la Chine, qui attend patiemment son heure.